Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne, il est 16h48, 14h48, heure marocaine, et le dossier de ce jour, le décryptage du dernier discours de Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, lors de l'iftar organisé par le CFCM. Et afin de compléter notre éclairage, bien sûr, nous sommes des Franco-Marocains, bien sûr, nous défendons notre pays d'origine et d'adoption. Il est temps aussi de faire un décryptage côté marocain par rapport, comme ça a été dit par Monsieur le Président de la République, il a dit comme quoi il a annoncé à Sa Majesté qu'il souhaite que la formation des imams se fait en France. Et afin de décrypter le discours de Monsieur le Président, nous sommes heureux de recevoir notre fidèle intervenant, c'est Abdelatif Lamsibak. Eid Mubarak Saïd wa kullu am wa anta bi khair. Eid Mubarak Saïd à vous toutes et tous. Ça concerne bien sûr les auditrices et auditeurs de Radio Pluriel. Donc, je le dis, Inch'Allah, bonne fête. Marquant la fin du mois du Ramadan, le mois de la miséricorde et de l'affranchissement du feu. Inch'Allah, pour tous les fidèles musulmans et pour les autres aussi, pour les non-musulmans, parce que la miséricorde d'Allah est grande, distante, ça englobe tout le monde, et c'est secret, c'est les secrets de sa miséricorde, c'est entre ses mains à lui tout seul. Exactement. الله يتقبل الجميع. هذا الشهر الكبير والى العام المقبل ان شاء الله لك العمر باقي طويل. C'est Abdelatif, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République a annoncé un discours phare que nous sommes en train de le développer par l'intermédiaire d'un certain nombre d'intervenants. Vous avez entendu Monsieur Anwar Kibibirch, le vice-président de CFCM actuellement, qui était jusqu'à vendredi soir le président du CFCM, mais aussi l'intervention de Monsieur Sakoum, Jean-Pierre Sakoum, qui est le président exécutif du comité Laïcité République. Et afin que l'éclairage soit varié et large, et vu
Vous êtes un fin connaisseur de l'islam de France et vos interventions, qui étaient des interventions très, 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 très fortes et très importantes, qui ont obtenu un grand nombre de succès à travers notre auditoire, qui nous ont écrit, je ne vous cache pas la vérité, j'aimerais bien que vous le sachiez, qui nous ont écrit, qui nous ont remercié par rapport à cet éclairage, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui n'étaient pas connues. Nous avons essayé avec tous les moyens de bord pour que les gens concernés puissent participer à clarifier tout ce que vous avez dit avec un démenti ou avec une vérité réelle. Malheureusement, peine perdue, aucun n'a accepté notre requête. Maintenant, ma question est simple. Comment vous voyez-vous, autant que franco-marocain, autant que fin connaisseur de ce dossier, ce discours de Monsieur le Président de la République française? Ce discours, dans sa globalité, autre que les remerciements prononcés à l'égard des responsables du CFCM, comporte une nouvelle politique, ou bien l'annonce d'une nouvelle politique. Ça va, on va dire, donner à l'État, on va dire, le démarrage dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère va donc prendre des premiers pas dans la construction de l'islam de France réellement. Parce qu'avant, avec la politique donc de la droite, en la personne de l'ancien président M. Sarkozy, qui avait déclaré, moi j'y étais présent, lors d'une assemblée générale, ou bien lors de la première conseil d'administration pour faire élire M. Boubacar, c'était en 2005, que la France avait besoin des pays d'origine pour instaurer l'islam de France et faire remplacer l'islam en France par l'islam de France. Parce que à l'époque, certains responsables musulmans se sont insurgés contre le fait que c'est l'islam consulaire qui gouvernait ici en France. Donc, ce discours de M. Macron marque, on va dire, le début d'une nouvelle politique. C'est la naissance réelle de la part de l'État de l'islam de France. Donc, les pays d'origine sont en quelque sorte remerciés pour leur contribution pour la construction de l'islam de France, qui a franchi donc un nouveau pas. Et maintenant, on va voir, durant ces 5 ans, l'annonce a été faite. Faut-il encore faire suivre donc cette annonce par la mise en pratique de cet islam de France, qui va commencer notamment par la formation des imams. S'il y a, on va dire, le fait de faire revenir ce dossier et de rompre avec les politiques antérieures en matière de formation des imams en s'appuyant sur les expériences des pays d'origine. Maintenant, on voudrait impérativement une expérience purement française. Sur le côté donc profane, j'ai aucun doute là-dessus, parce que nous sommes des universitaires, nous avons fait nos études ici en France et nous savons le savoir-faire français en matière de formation profane sur tous les plans. Mais sur le plan théologique, proprement théologique, on commence très mal. La France commence très mal, parce que celui qui va commencer, on va dire, par faire cette formation théologique, c'est une université donc musulmane française. C'est l'université qui va faire de telle sorte que les prochains imams et le personnel, on va dire, du champ religieux musulman soient des diplômés d'une université ici musulmane. Et ça, c'est ce que je regrette d'ailleurs, c'est le travail de CFTM. C'est à lui de faire de telle sorte que il y avait au moins l'élaboration ou bien la mise en place de ce chantier depuis au moins 10 ans, ou bien au moins depuis 2003, date le premier anniversaire du CFCM. Donc, pour résumer, on va dire que c'est une bonne annonce pour les musulmans français. Ça allège aussi les pays d'origine d'un grand fardeau. Maintenant, la question elle est devenue franco-française et on peut réellement commencer à parler de l'islam de France, et on peut réellement interpeller s'il y a un double langage de la part des autorités françaises, donc qui vont partir pour nous importer une formation extraterritoriale pour la faire on va dire diffuser et répandre sur un territoire sans prenant en compte
la réalité du terrain, la réalité française, ce que vivent les musulmans français ici en France. Voilà. Question, Cheikh Abdelatif, comment vous interprétez, vous, en tant qu'expert sur le sujet, ce remerciement des pays d'origine sur le dossier, par rapport à leur implication dans le dossier d'Islam de France? Et attention, ça fait un certain temps, il y a des budgets colossaux qui étaient dépensés, un remerciement au jour au lendemain. Est-ce que cela signifiait que la mission était mal faite, ou est-ce que tout simplement la France a pris la décision de prendre son destin en main toute seule, elle n'a plus besoin d'avoir une mainmise ou une implication des pays d'origine? Comme n'importe quelle procédure, tout le monde avait besoin d'un premier départ. Et le premier départ ne peut pas se faire comme ça à l'improviste. Il fallait impérativement avoir le concours des pays d'origine. Il faut impérativement passer par l'islam consulaire pour arriver à cette et voir dans le temps. Et il faut bien savoir aussi que les attentats, ils ont, on va dire, accéléré la chose pour faire cette annonce. Et surtout, donc, un nouveau président qui n'est pas issu de formations qui sont connues avec leur position. C'est un fait qui est complètement nouveau dans le monde entier d'ailleurs. Hein. Vous imaginez, Monsieur Macron, ça fait 2 ans comme candidat à la présidence, avec une majorité présidentielle. Personne ne pouvait imaginer ça. Personne ne pouvait prédire. Donc sa destinée pour la France. C'est une nouvelle chance. Ça dit tout sur la République française, qui est une république démocratique, laïque, qui garantit le droit du culte. Et là, je reviendrai aussi pour commenter un petit peu des propos de M. Sacon pour lui dire que les musulmans se sentent à l'aise avec donc ce cadre qui est la laïcité. Même au point de vue, nous voulons, parce que j'ai lu certains commentaires pour le décryptage du discours du président Macron, notamment sur un grand journal que tout le monde connaît, certains catholiques qui sont en train de dire non, il y a une incompatibilité flagrante entre la République et l'islam, mais c'est du n'importe quoi. Les musulmans sont très conscients, c'est une minorité qui se soumettent aux lois de la République et notamment à la laïcité. Ils l'acceptent. Qu'on arrête un petit peu de nous désigner par le doigt comme étant des personnes qui pratiquent l'entrisme, qui veulent détruire. On ne détruit rien du tout. Au contraire, nous sommes des personnes contribuantes pour le bien-être de la France et pour la laïcité. Et même, nous avons un texte et un jugement, et je parle sous l'autorité de personnes qui peuvent émettre un avis juridique, une fatwa, pas sur des pseudo-imams. Non, je parle devant et je suis capable d'affronter les personnes qui disent le contraire. Nous avons de l'exemple de Youssef alayhi salam, avec la question du vol, on va dire, qu'on a essayé que Youssef alayhi salam, ou bien son entourage, a essayé d'endosser à son frère Benyamin. Qu'est-ce qu'ils ont dit les frères de Youssef? Ils ont dit قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Ils dirent la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée et soit livré lui-même prudence entre 2 règles de loi, les règles de Shem, que les enfants de Yacoub pratiquaient, et les règles, on va dire, là où il y avait Youssef, on va dire, le royaume, c'était à l'époque pas les pharaons, le royaume de l'Égypte, donc ceux de Shem, ils ont dit on va pratiquer la règle établie en Égypte. De là, donc les grands ulama, les grands savants qui émettent des fatwas, disent quand on est une minorité dans un pays, donc on se met en règle de ce pays-là. Et donc le sujet, il est déjà tranché, il est très clair de point de vue, c'est la laïcité à la française, qui est unique dans le monde, mais nous sommes dedans et nous l'acceptons et nous travaillons avec et nous croyons réellement que c'est une chance pour les musulmans d'avoir ce droit. Et cette laïcité française, elle est mieux de ce qui se pratique dans certains pays musulmans, malheureusement, qui se disent, qui suivent la loi prophétique ou la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils sont loin
notamment en matière de droit des étrangers. Regardez, dans certains pays de Golfe, ils pratiquent toujours le garant, le kafil pour les étrangers. Ces étrangers, ils ont pas le droit à la nationalité, ils ont 3 ou 4 générations d'enfants nés sur le sol, ils reconnaissent ni le droit du sol, ni le droit du sang. Alors, celui qui est plus proche à l'islam, celui qui œuvre pour avoir les finalités et combattre l'injustice comme l'islam il a fait, ce sont les républiques de l'Occident, ou bien les royaumes ici en Occident, et surtout pas certains pays qui se réclament de l'islam. Je suis désolé. C'est pas le cas du Maroc, mais c'est le cas de certains pays. Ou bien de l'Algérie, c'est le cas des pays du Golfe. Regarde ce qui sont en train de se faire entre eux actuellement, et comment ils veulent tuer un autre État et l'anéantir. Et peut-être qu'il y a des guerres qui vont venir à cause de leur mauvaise incompréhension de la religion. Donc, de ce point de vue, on est très clair. Je m'excuse de cette... Non, mais c'est clair et net parce que vous avez pu répondre à l'intervention de M. Sadou. Cette digression, c'est pour montrer aux auditeurs que la France, c'est une chance pour eux, pour nos enfants aussi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose de se comporter d'une façon bonne avec les gens qui nous ont traités. Nous étions des étrangers et maintenant nous réjouissons aussi de notre citoyenneté. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ce qui signifie Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Au contraire, la laïcité a garanti cette liberté de culte et nous la prenons à bras-le-corps. Justement, et le droit des minorités. Exactement. Voilà. Bien sûr. Il y a une question, si Abdelatif, si vous le permettez, parce que là, il y a quelque chose qui m'interpelle, il faut dire les choses qu'ils sont, parce que là, ce discours, il est historique, il faut l'admettre. Quel avenir pourront avoir ces recteurs, ces gens qui se trouvent sur le sol français, qui sont en relation avec les pays d'origine, dans le domaine religieux? D'après vous, là, est-ce qu'il y aura une rupture? Est-ce qu'il y aura une réorganisation de ces lieux de culte ou bien un contrôle réel par rapport à leur financement, par rapport à leur gestion? Moi, je trouve que le tissu social musulman, actuellement, il est majoritaire pris entre les mains de personnes qui n'ont pas eu accès à une formation ici en France, malheureusement. C'est toujours les anciennes générations qui détiennent et qui sont plus ou moins liées avec les pays d'origine et qui veulent toujours garder, on va dire, les associations gérantes de lieux du culte avec une manière non démocratique. Je crois que c'est aux autorités françaises de faire de telle sorte que la loi 1901, ou bien ça nous concerne absolument nous, que la loi de 1901, en ce qui concerne le tissu social musulman, soit modifiée de telle façon de nous faire laisser passer dans la direction, que ce soit le bureau, que ce soit le conseil d'administration, que des personnes qui ont un minimum d'instruction. On ne peut pas travailler avec malgré tout le travail qui a été fait par cette ancienne génération. Il ne suffit pas de dire, voilà, ils ont construit les mosquées. Ils ont construit les mosquées, ils sont restés dans cette mosquée qui ne donne pas, on va dire, son vrai rôle. Et regardez l'état de nos jeunes, regardez nos jeunes, ceux qui font du terrorisme, qui font du mal à la société, ils ne viennent pas à la mosquée, ils vont se ressourcer ailleurs, entre autres sur l'Internet. Moi, je trouve que le rôle de la mosquée n'est pas bien joué, vu qu'il y a ces personnes-là qui détiennent, on va dire, les têtes des associations gestionnaires et que l'État impérativement doit rentrer et doit faire le ménage dans ces manœuvres des coups d'État dans les mosquées pour laisser ces anciens notables qui sont très très peu instruits. S'il y a un décret pour couper court avec ces pratiques, ça serait le bienvenu, franchement. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est qu'il faut prendre une région quelconque et faire de telle sorte d'appliquer un certain nombre de procédures et de projets. Et j'aurais espéré que le CFCM fait ça. Mais le problème, c'est que le CFCM souffre donc de cette de reconnaissance déjà, parce
ces dernières élections, et j'aimerais bien que le CFCM nous donne des chiffres réels, comme nous avons toujours fait dans ces élections précédentes, qu'ils nous disent réellement sur l'ensemble du territoire, donc le taux de participation qui n'atteint même pas 19% selon nos estimations. Alors qu'avant, dans toutes les autres élections, il franchissait facilement les 85%. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, nous voudrions savoir, après ce discours, quelle démarche l'État va faire. Donc, est-ce qu'ils vont créer un autre organisme? Et cette fois-ci, il ne va pas représenter que le culte, mais il va représenter tous les musulmans, parce que le CFCM représente que le culte. Ces délégués sont issus des mosquées, donc ils représentent en quelque sorte le lieu le CFCM représente, même avec ses 20%, représente les mosquées, représente le lieu du culte. Alors, ce qu'il faut faire, c'est représenter l'ensemble des musulmans avec leur diversité culturelle et de pays d'origine. Et là, on attend de voir ce que l'État français va annoncer dans les prochains jours. De toute façon, le CFCM ne peut pas continuer comme ça, avec des statuts qui sont complètement figés, et avec cette présidence tournante qui tourne autour de 3 ou 4 fédérations qui ont consigné les prochains ces statuts, et n'est pas ouvert aux autres, comment dirais-je, fédérations. Ça se complique réellement, ça se complique même pour le RMF, parce qu'il n'a plus l'appui du Maroc. Je ne sais pas comment ils vont gérer des prochaines élections. Ça se complique pour l'UMF parce qu'on a toujours dit qu'à sa tête, c'est pas la même doctrine, il s'agit pas de l'islam, il s'agit du chiisme. Je l'ai toujours dit et je vais le redire. Et on va fonder notre compagnie sur ça, qu'il soit très clair. Nous n'allons pas défendre les gens qui sont en train de détruire notre religion. Ça, c'est très clair. Donc, je sais pas comment ça va se passer, et je crois que la réponse et la clé à ces réponses, c'est entre les mains des autorités françaises. Je ne sais pas comment ils vont annoncer, s'ils veulent continuer à travailler avec le CFCM ou pas. Ou bien, comme ils ont remercié les pays d'origine, ils vont remercier le CFCM pour lui dire, donc votre temps il est fini, nous allons créer une autre entité qui va englober la quasi-totalité des musulmans de France. Mais en tout cas, d'après ce qu'il a annoncé, M. Anouar Kouibech, il y a une ouverture qui va prendre encore d'ampleur davantage avec les intellectuels, avec des personnes qui sont spécialistes aussi dans le domaine de l'islam de France, chose qui n'était pas le cas auparavant. Il y a aussi avec les jeunes, avec les convertis, avec les femmes. Donc cette ouverture, d'après vous, est-ce que c'est un lueur d'espoir ou bien c'est un effort qui risque de ne pas arriver à son objectif? Moi, franchement, c'est une annonce à laquelle je ne crois absolument pas, parce que s'il y a des ouvertures, il faut que ça soit juridique. Si le CFCM voudrait intégrer donc des catégories chez les musulmans pour avoir cette plus grande diversité, il faut que ça soit de point de vue statutaire. Il faut que ça soit juridique. Il faut d'abord créer ce collège, créer le poste au sein du CFCM, après faire appel aux gens qui peuvent prétendre à siéger dans le poste ou bien dans le collège. Mais si vous n'avez pas ce collège qui est déjà créé, s'il n'est pas créé ce poste du point de vue juridique, s'il n'y a pas une assemblée générale extraordinaire qui se pose sur la question, et avec tout ce que ça comporte l'assemblée générale extraordinaire, donc c'est pas n'importe quelle majorité qui va le faire. Je crois que c'est les 3/4. Alors il se fait que le 1/3 dit non pour que la résolution ou bien on va dire le projet de changement de statut tombe à l'eau. Donc tout ça c'est vraiment très compliqué. L'ouverture peut-être dans le dialogue, mais les faire intégrer et du point de vue juridique, ça va pas se faire comme ça. À moins de faire table rase, donc c'est l'État qui va imposer, qui va dicter sa conduite, faire table rase du passé et faire une refonte du CFCM. Moi j'aurais bien aimé que le CFCM reste comme ça, on va capitaliser et on va pas faire la destruction de choses que tout le monde a participé dans sa construction pour qu'on commence à détruire et reconstruire, et on n'est jamais stable. Il faut toujours garder cette ligne, il faut toujours être dans ce même axe de construction, et s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, s'il y a des entorses
portés au statut, je crois qu'il faut faire de telle sorte de les corriger. Il faudrait impérativement corriger les statuts qui sont votés en 2003, 2013. C'est pas un problème la présidence tournante, mais le problème c'est de les laisser aux autres le droit à la participation et qu'ils soient aussi candidats à cette présidence tournante et qu'ils soient candidats et surtout faire du CFCM le modèle de telle façon que certains postes ne peuvent être donc destinés qu'aux personnes ayant un certain nombre de compétences. Si on fait ça, on va dire, en prenant l'exemple sur le CFCM, on va bien sûr faire répondre la tâche d'huile sur l'ensemble des associations musulmanes. Et s'il y a un décret, donc qui va dans ce sens de la part de l'exécutif, ça serait encore mieux. Moi, je vous le dis, quand il s'agit de loi, donc tout le monde va... écoutez, croisons les doigts, hein, donc les choses sont claires, donc il faut qu'il y ait un changement, la statuaire pour que les choses peuvent bouger, mais d'ici là, donc on verra bien, il faut donner le temps au temps, donc on est en été, peut-être il y aura des choses avec le nouveau président turc, hein, qui a pris le pouvoir, ça fait 2 jours. Est-ce que vous le connaissez, ce président, et comment vous le voyez à l'avenir par rapport au mandat précédent? Moi, je connais son prédécesseur, c'était un grand ami à moi, et je crois que M. Grache, qui était à côté de nous, à Toulouse, je me rappelle très bien qu'il avait une petite salle de prière qu'on lui avons prêtée quand on était donc à la grande mosquée Salam ici à Toulouse. Donc, les Turcs, ils voulaient avoir dans leur petite mosquée à eux, avec des habitudes, et je crois pas que ça a eu un problème chez, on va dire, les Maghrébins de Toulouse pour leur octroyer, à titre gracieux, donc un lieu de culte qui était juste à côté de nous, parce que leur manière de faire les veillées de nuit, par exemple, certaines cérémonies, suivent une autre voie, c'est de l'islam toujours, mais c'est une autre voie, c'est une diversité. Et donc, je le connais par rapport, donc, j'ai jamais eu contact, je l'ai jamais vu, on s'est parlé au téléphone, je connais surtout son prédécesseur, je trouve regrettable de ne pas profiter, donc, du savoir de M. Haïdar Demirui grec, c'était son prédécesseur, c'est un grand ami jusqu'à maintenant. Moi, je trahirai jamais mes amis, et je ne trahirai pas les gens, même qui sont adversaires, je veux les avoir devant moi pour les contredire et ne pas leur planter donc le couteau dans le dos. Et par la suite, si j'ai un conseil à donner à Ahmed Ougraf, qui est le président de tous les lieux du culte, on va dire, même par défaut, même ceux qui n'ont pas participé, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un changement et de faire de telle sorte de sauver le mandat du CFCM par donc une ouverture juridique et de tenter le coup pour une assemblée générale extraordinaire et de faire de telle sorte d'exécuter la volonté du président de la République. Il faut que le CFCM reflète son indépendance et reflète sa francisation réelle. Il faut qu'il œuvre dans l'islam de France. Donc, c'est à lui de faire de telle sorte de finir en beauté donc le mandat du CFCM pour que 2019 sera réellement le premier mandat d'un islam de France réel, sans cette imposition, sans cette pression, sans ces personnes qui étaient les guides, leurs concitoyens de leur capital respectif. Donc nous voulons couper court avec ces manières et nous voulons impérativement, si nous voulons nous battre ici, c'est ici, mais pas en s'appuyant sur moi je connais le ministre ou bien moi je connais tel. Non, c'est un combat d'idées et qui est franco-français. Nous voulons donc l'entamer ici en France et le solder par un ensemble de résolutions bénéfiques pour tout le monde, notamment pour nos enfants. Écoutez, je ne vous cache pas la vérité, si je prends un petit peu acte par rapport à ce qu'on est en train de se dire, et là il y a un grand nombre de personnes qui vont risquer d'être sans emploi, j'ose dire, surtout dans ce domaine. Il n'y a pas d'emploi, il y a la notabilité. Je connais plein qui font ça pour avoir donc l'image, pour être sur la vitrine. Les messieurs, moi je.
on veut pas de ça. Nous, il y a une question qui est primordiale, parce que nos enfants commencent à s'exploser. Comment on va faire de telle sorte que le discours religieux soit harmonisé avec cette représentativité au sein des instances, que ce soit le CFCM ou autre. On va établir sur le CFCM. Pourquoi le CFCM n'a pas fait de telle sorte que donc le travail des imams se base même sur les malheurs des musulmans. Regardez le malheur des Rohingyas en Birmanie. Nous avons pu ici dans le sud de la France accueillir un dignitaire birman et nous avons fait on va dire une vingtaine de mosquées pendant le mois du Ramadan et toujours dans le discours nous faisons la différence entre ce que vivent les musulmans rohingyas et les musulmans de France pour dire aux jeunes faites attention. Quand vous partez en Syrie, vous faites énormément de mal. Restez ici en France. Votre âme, c'est la plume. Votre âme, c'est la représentativité. C'est le contact que vous avez avec votre élu. Si vous voulez aider vos frères en Syrie, en Irak et en Birmanie, essayez de prendre contact avec vos élus. Essayez de faire de telle sorte qu'avec la voie diplomatique, avec la voie de la défense des droits de l'homme, on peut réellement arriver à quelque chose. Et pas en intégrant un groupe terroriste qui quand il tue tout le monde. Et même s'il tue que des musulmans, ce sont des personnes qui vont nous questionner le jour de la résurrection pour quelles raisons ils sont morts. Et nous sont assujettis à un questionnement très dur de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question à laquelle nous devrons tous répondre. Donc, j'aurais aimé que le CFCM travaille sur ça. J'aurais aimé que le CFCM sorte au moins une communication sur le drame que vivent nos frères, donc au Rohingya, que vivent des citoyens qui sont dépourvus de leur nationalité. Et nous faisons bien sûr la différence entre la situation des musulmans qui vivent ici en France et qui jouissent de leur citoyenneté et les autres qui n'ont pas ça. Nous faisons la différence aussi entre ces étrangers qui vivent dans les pays de Golfe, dans des conditions, notamment en Arabie Saoudite, qui se réclament de je sais pas quel islam, et les étrangers qui vivent ici en France, ou bien en Allemagne, ou bien aux Pays-Bas. Et donc l'auditeur va faire la comparaison et va sortir avec une conclusion de lui-même. Ça ne sert à rien que je l'annonce, moi, cette conclusion. Bien entendu. Ma dernière question, mais qui est une question qui n'a rien à voir avec le décryptage du discours de M. le Président. Et là, je m'adresse, vous êtes un Français, mais aussi vous êtes un Marocain. Et on le sait personnellement que les Marocains restent toujours attachés à leur pays et à leur constante. Et là, je m'adresse à quelqu'un qui analyse et qui constate. Si on comprend un petit peu ce qui se passe actuellement dans le pays, il y a un changement radical, surtout sur l'implication de la diaspora marocaine à l'étranger avec الحراك اللي نايد ou avec les revendications contre le façade, avec l'appui de Sa Majesté pour rétablir l'ordre et en même temps faire nettoyer le pays de ces gens-là qui sont en train de faire une mauvaise image du Maroc à l'étranger. Comment vous voyez-vous et comment vous vivez-vous en tant que franco-marocain ce changement de comportement, d'analyse et aussi de vision des émirats par rapport à leur pays d'origine? Moi, premièrement, je suis très clair. Toutes les revendications légitimes pour n'importe quelle population, et non simplement le RIF, qui sont à revendiquer, qui veulent impérativement avoir une partie de la richesse, qui veulent établir les vérités sur un certain nombre de comportements, je suis pour. Mais au bout d'un certain moment, il ne faut pas oublier ce qui se passe dans les autres pays. Comment ça commence? Comment ces manifestations commencent et comment elles finissent? Est-ce que c'est les manifestants qui sont de bonne foi, quand ils sortent la première fois avec certaines revendications et se voient leurs revendications dépasser un certain seuil? On est d'accord, chaque fois il y a de la nouveauté et chaque fois il y a, on va dire, des personnes emprisonnées ou bien même carrément des victimes, et on voit que les demandes sont dans une courbe croissante. Au bout d'un certain moment, il faut savoir accepter donc des solutions, même à moitié, et faire de telle sorte d'avancer, et peut-être d'ici 5 ou 3 ans, faire un autre hirak, faire une autre manifestation, faire des manifestations
avec la signature française. Donc les Français ils ont eu la révolution, mais ils sont restés toujours révolutionnaires. Et ils signent cette révolution par des manifestations. Chaque fois que le gouvernement veut avoir, par exemple, un projet de loi qui n'est pas tout à fait dans l'intérêt, on va dire, de certaines catégories de la population, la dite catégorie sort donc sur le terrain et exprime son mécontentement. J'aimerais que les manifestations soient des manifestations civilisationnelles. Ce ne sont pas des manifestations de caste, ce ne sont pas des manifestations d'indépendance. Au contraire, nous avons tant besoin d'unification. Moi, je ne suis pas pour que le Maroc reste le Maroc. Je suis que la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, et l'Algérie, bien sûr, soit un seul pays. Ou bien, au moins qu'il y a cette union qui est comme l'Union européenne. Les personnes peuvent librement donc circuler avec leurs marchandises, avec leurs biens. C'est ce que je voudrais. Ce ne sont pas avec des manifestations dont certains. C'est pas le cas du RIF. C'est pas. Moi, j'ai essayé de voir. C'est pas le cas du RIF. C'est pas avec un but d'indépendance ou bien de subdiviser le Maroc qui est complètement lésé dans son territoire. Au contraire, moi j'aimerais que tous ces territoires soient donc rassemblés et unifiés et qu'il y ait une fraternité et qu'il y ait une fraternité réelle. Au bout d'un certain moment, on peut réussir à moitié. On peut réussir, même si on n'arrive pas à tous les buts, mais au moins on a cette intégrité, on a cette solidarité et on peut estimer, on peut espérer que pour le futur, ça sera meilleur. Moi, je vois la chose comme ça. Bien entendu, parce que la question, quoi qu'il arrive, c'est une question là. Le Maroc, il vient de passer des élections législatives. Il y a un nouveau gouvernement. Il y avait un vide qui a duré presque 7 mois. Son gouvernement. Il y a pas mal d'anomalies là-dessus. Donc il y a des efforts louables du souverain pour la promotion du pays, soit à l'échelle internationale, soit à l'échelle nationale. Et la question qui se pose, est-ce que nos politiques ont la capacité de contenir ces manifestations? Je ne sais pas franchement. Je ne veux pas dire je ne crois pas, mais tout le monde attend ce discours royal. Tout le monde l'attend, ça c'est sûr. Tout le monde attend quelque chose de clair émanant du palais. Et une fois cette chose sera dite, les choses vont s'éclaircir, j'en suis sûr. Mais je crois que il y a une démarche de bonne foi que le gouvernement peut faire, c'est de libérer ces manifestants, surtout ceux qui n'ont jamais eu, ils ont sorti du slogan d'indépendance ou quoi que ce soit. Leurs revendications, c'était des revendications économiques. Tout le Maroc a des revendications économiques. Et c'est vrai qu'il y a une barbarie de bourgeoisie au Maroc qui veut pas le changement aux grandes dames du palais. Même si le palais voudrait, et j'ai lu une intervention de Jamaï où elle dit que faites attention, il se peut qu'il y ait un grand drame qui peut arriver à cause d'un lobby économique qui est très fort. Donc il faut que la population, il faut que ces manifestants mesurent, Wallahu alam, ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, si j'étais parmi les manifestants, j'aurais donc pris l'initiative de s'asseoir, essayer de trouver une issue favorable dans une stratégie de gagnant-gagnant. Merci Saad Latif. Il nous reste la semaine prochaine, donc c'est le dernier dimanche après la pause de l'été. Et derrière, donc à partir du 15 août, nous démarrons nos émissions et nous continuons notre éclairage sur l'islam de et en France, encore pour presque un mois. Et on va faire une synthèse globale avec l'ensemble des intervenants afin de sortir avec des conclusions qui ne peuvent être que bénéfiques pour l'islam de et en France. سعد لطيف شكرا جزيلا وعيد مبارك سعيد مرة أخرى عليك والعائلة ديالك وإلى اللقاء عما قريب إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى البروشين إن شاء الله. إن شاء الله مع السلامة.
Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.